Salut tout le monde, c'est Alexandre Grégoire, je suis courtier hypothécaire chez Multiprêt depuis 7 ans. Aujourd'hui, je suis en direct, en fait, je ne sais pas si on peut voir derrière moi un peu le décor, je suis dans la forêt, tout près du parc national des Grands Tetons au Wyoming. En fait, c'est Grand Teton National Park en anglais, mais en français, c'est un petit peu plus drôle, fait que bref, le mieux dire Grand Teton. Marie-Ève, cette semaine, m'a approché pour vous expliquer un petit peu comment je travaille à distance, parce que cette année, j'ai parti un nouveau projet qui s'appelle Prêt pour la route. Si jamais vous me suivez sur Facebook et YouTube, on fait des capsules vidéo, puis j'explique un peu comment je suis en mesure de travailler à distance. Puis là, aujourd'hui, je vous prends un 30 minutes pour vous dire des secrets un petit peu inédits du nouveau contenu que j'ai créé, qui est spécialement pour vous, les courtiers, qui ne sera pas nécessairement diffusé au public. Il y a certaines parties que oui, mais il y a certaines parties qui sont seulement pour vous. Surtout la partie où je vais parler de mes techniques de vente, comment je fais pour vendre à distance. Parce que dans certains cas, les clients nous appellent, ils veulent juste avoir un rendez-vous. Mais moi, il faut que je réussisse à détourner cet appel-là en un prêt sans jamais rencontrer le client dans son rendez-vous. Donc bref, sans plus tarder, voici ma première capsule qui concerne les outils technologiques pour travailler à distance là, chez Multiprêt. Aujourd'hui, nous sommes à Albuquerque et je vous parle des outils technologiques qui me permettent de travailler sur la route. Pour travailler, j'ai besoin de 3 choses, de l'électricité, un téléphone et de l'Internet. Voici comment j'ai réussi à intégrer tout ça dans ma roulotte. Pour le premier problème, pour l'électricité, j'ai fait installer 2 panneaux solaires sur le toit de la roulotte. 2 panneaux qui constituent un total de 300 watts qui amènent le courant directement dans les batteries. On a 2 grosses batteries 6 volts. Puis les batteries, eux autres, alimentent un inverter, donc qui lui va amener le courant 12 volts en 110 dans la roulotte, qui va nous permettre de brancher les outils qu'on va avoir besoin, nos portables, un toaster, un ventilateur, tout ce qu'on a besoin dans la roulotte pour survivre, va pouvoir fonctionner sur le 110 grâce à l'inverter. C'est quoi le mot inverter en français? Val? Ah, je l'ai! L'ondulateur. Tout ça, c'est suffisant pour faire fonctionner tout ce qu'on a besoin dans la roulotte, dont même le micro-ondes, on peut faire cuire notre nourriture, on peut faire griller nos toasts, on peut faire fonctionner un ventilateur toute la journée, écouter la télé, recharger les batteries pour les appareils photo, les caméras, l'ordinateur et tous les outils technologiques que j'utilise dans le cadre de mon travail. Ça fonctionne tous à l'énergie solaire, donc on n'a pas besoin d'être branché. La seule chose qui nécessite qui tire trop de jus pour qu'on soit capable de fonctionner à batterie, c'est l'air climatisé. L'air climatisé, on peut seulement l'avoir lorsqu'on est dans un camping comme ici à Albuquerque. Dans des climats trop chauds, on n'a pas le choix des fois d'aller dans des campings pour se brancher, pour avoir accès à l'électricité pour pouvoir se climatiser. Sinon, autrement, on fonctionne avec un petit ventilateur, puis c'est suffisant en ouvrant les fenêtres. Mais sinon, tout le reste peut fonctionner là, au solaire, même dans les journées où c'est pluvieux, où le ciel va être plus gris, où on ne voit pas le soleil. Il y a quand même assez de lumière et d'énergie qui est captée par les panneaux solaires pour survivre facilement, comme si on était à la maison, sans même se priver. Pour régler le deuxième problème qui est l'Internet, j'ai acheté ce petit bidule qui s'appelle un MiFi. C'est un genre de point Wi-Fi. On y met une carte SIM, un peu comme dans votre téléphone. Puis ça va récupérer les ondes cellulaires pour faire un réseau Wi-Fi autour de vous. C'est une belle petite merveille technologique qui ne coûte pas très cher. Le mien, je l'ai payé environ 150 $. Et puis après ça, on va avec un fournisseur. Exemple, de mon côté, je suis allé avec Verizon. Pourquoi Verizon? Si on regarde aux États-Unis, c'est le fournisseur qui a la plus grande couverture, donc ils sont présents pratiquement partout aux États-Unis. De la façon que ça fonctionne, pour le faire activer, on va dans une boutique Verizon, on fait simplement leur demander de l'activer, ils vont nous mettre une carte SIM à l'intérieur, puis on paye à l'utilisation. Donc moi de mon côté, j'ai payé, ça m'a coûté 100 $ pour avoir accès à 10 gigs que je peux utiliser échelonné sur 2 mois. Donc si jamais on le prend pas tout dans le premier mois, on peut l'utiliser sur le deuxième mois. Honnêtement, je pense qu'à regarder notre utilisation, c'est bien possible que ça dure juste un mois maximum là, avec 10 gigs. Aussitôt qu'on a la chance, comme quand on est dans un camping comme ici aujourd'hui, ou quand on est dans des Walmart, des McDonald's, des Starbucks, où on a du Wi-Fi gratuit, on en profite pour faire ce qui est nos grandes dépenses de consommation d'Internet. Sinon, ça nous dépanne avec le petit point Wi-Fi. Ça fonctionne super bien. Puis dans le cadre de mon travail, 10 gigs, c'est suffisant en masse là, juste pour répondre à mes courriels, vérifier ma grille de taux, vérifier mettre ma conformité, uploader des documents ou quoi que ce soit. Avec ça, j'en ai en masse. Donc, à peu près une dépense d'environ 100 $ par mois. Pas de frais d'activation, pas de frais d'ouverture, pas de contrat. Donc, c'est très simple. La dernière chose qui est peut-être la plus importante pour un courtier hypothécaire, mon téléphone. J'ai besoin qu'il fonctionne partout, en tout temps. J'ai besoin d'avoir beaucoup de temps d'antenne parce que je passe beaucoup de temps au téléphone. Et puis, il faut que ça fonctionne. Puis
Puis l'autre chose importante, c'est de conserver mon numéro, parce que ça aurait été facile de m'ouvrir un nouveau contrat ici aux États-Unis, ça aurait peut-être été moins coûteux, mais j'aurais pas pu conserver mon numéro de téléphone, ça aurait été un problème. Mes clients qui ont tous le même numéro de téléphone, faire changer tout ça pour juste un an, puis après ça revenir à mon ancien numéro, beaucoup trop compliqué. Le plus simple, c'était de réussir à avoir un forfait au Canada qui me permettait d'aller aux États-Unis puis sans payer les yeux de la tête. J'ai réussi à le faire en magasinant beaucoup. C'est mon bon copain Maxime Couturier chez Bell qui m'a recommandé un forfait entreprise qui me donne 1000 minutes aux États-Unis par mois par appareil. Donc j'ai 2 appareils, j'ai le mien puis j'ai celui de Valérie. Donc le mien qui sert exclusivement au travail, celui de Valérie qui sert pour nos appels personnels. Donc 1000 minutes chaque aux États-Unis. Sinon après ça je paye à la carte sur ce que j'ai besoin. On a aussi un petit peu de données. Donc si jamais le point Wi-Fi ne fonctionne pas avec Verizon, le téléphone parfois va fonctionner. Ce qui est le fun avec Bell, c'est qu'une fois rendu aux États-Unis, ils vont nous associer avec le fournisseur de services qui est le plus présent dans notre coin ou qui nous donne le plus de barres de réseau. Donc, exemple, si je suis dans une région puis c'est AT&T qui a le meilleur réseau, ben je vais être sur AT&T. Dans un coin comme ici, à Albuquerque, c'est plus T-Mobile qui semble être plus présent parce que du moins mon téléphone est toujours sur T-Mobile. Il y a plusieurs fournisseurs donc, qui sont associés avec Bell, donc c'est bien intéressant de ce côté-là. Le forfait me coûte pas très cher en plus, ça me coûte à peu près le même prix que ce que ça me coûtait au Canada avec mon ancien forfait, c'est juste que j'ai moins de données que ce que j'avais au Canada. Puis ce qui est intéressant, c'est que mon forfait est aussi valide au Canada, parce que dans le cadre de notre voyage, on va repasser au Canada aussi, là, on va remonter vers l'Ouest canadien, donc je vais passer des mois aux États-Unis, mais des mois au Canada à travers tout ça. Donc, c'est le forfait qui répondait le plus à mes besoins avec Bell. Puis je vous dirais qu'il n'y a rien qui était comparable avec ça sur le marché. Je ne suis pas payé par Bell. C'est pas une publicité de Bell, là, mais avec tout ce que j'ai vu des compagnies qui nous offraient de payer un montant par jour pour utiliser le même forfait qu'on a au Canada lorsqu'on est aux États-Unis. Mais ça revenait beaucoup, beaucoup plus cher que ce que j'ai réussi à avoir là, avec Bell. Donc, c'est le forfait le plus avantageux. Le seul inconvénient, c'est que ça prend absolument une compagnie pour avoir accès à ce forfait-là. Mais c'était mon cas, moi j'en ai une, donc ça répondait à mon besoin. Un autre outil technologique qui est très important dans mon arsenal, c'est ça ici. C'est un amplificateur de signal cellulaire. On peut appeler ça un booster de signal. Ce qu'il va faire, en fait, lui, c'est qu'il va prendre le réseau puis il va l'amplifier. Donc, quand ton téléphone a une barre ou 2 barres ou pas de barre du tout, lui, il va m'en rajouter, je dirais en moyenne, là, par mon expérience, au moins 1 ou 2 barres de plus de ce que j'avais auparavant sans l'utiliser. Le fonctionnement est très simple en fait. Ça va se brancher dans une prise 12 volts, donc soit dans la voiture ou dans la roulotte, on a une prise 12 volts. Ensuite, on a le petit bidule ici qui est l'amplificateur en tant que tel. Et puis, on va avoir 2 antennes, une qui va se fixer sur le toit de la voiture si on est en voiture, et puis on va ou sur le toit de la roulotte si on est dans la roulotte. Puis, j'ai un autre petit bidule ici qui est l'antenne. Donc ça, on va l'avoir le plus près possible de nous, ou du moins des outils qu'on utilise. Ça peut fonctionner pour booster plusieurs appareils en même temps. Donc si on a 2 ou 3 téléphones, moi j'ai aussi le MiFi qui va servir aussi, qui peut être amplifié. Donc par expérience, ça a augmenté mon signal réseau de cellulaire environ de 1 à 2 barres à chaque fois que je l'ai utilisé. Ça a été quand même efficace. Parfois, la différence entre 0 barre et 2 barres, c'est ce qui peut faire une différence entre un appel avec un client ou pas d'appel du tout. Donc, c'est bien important pour moi de rester en contact avec tout le monde puis de garder mon travail à temps plein en même temps de voyager. Donc, c'est un outil qui est très important pour mon travail. Si je me souviens bien, c'est environ 350 à 400 $, dépendant de où vous l'achetez. L'amplificateur, puis il y en a différentes qualités, il y en a des beaucoup moins chers qui vont donner peut-être de moins bons résultats et il y en a des encore plus chers qui peuvent même servir aussi pour le côté résidentiel si vous n'avez pas beaucoup de réseau à la maison, vous pouvez en avoir un à la maison aussi. Donc que je sois sur la route, dans la roulotte, à l'extérieur ou peu importe où j'ai envie de m'installer pour travailler, c'est possible grâce à mes outils technologiques. S'il y a des outils auxquels vous pensez qui pourraient m'être utiles, n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires. Merci. On se projette maintenant 3 mois plus loin dans l'aventure. On est rendu en Californie, sur le bord du Pacifique. Vous êtes aujourd'hui dans mon bureau. Aujourd'hui, je vous parle que le travail sur la route, en fait, c'est pas seulement pour les voyageurs comme moi, mais ça peut aussi être bon pour vous qui travaillez à la maison ou au bureau. Donc, j'enchaîne sur les étapes, comment moi je vais travailler un dossier à distance, puis comment ça pourrait être efficace pour vous aussi à la maison. Pourquoi travailler à distance?
tout est une question d'efficacité. Quand je travaillais selon l'ancienne méthode où je rencontrais tous mes clients, chaque rencontre dure à peu près 1 heure, plus à peu près une quinzaine-vingtaine de minutes pour me préparer au rendez-vous. Si jamais vous vous déplacez chez le client, vous avez le temps du déplacement. Si vous vous déplacez dans un bureau, vous avez le temps du déplacement aussi. Donc ça fait perdre grosso modo peut-être 2 heures de votre journée pour un seul rendez-vous. Si vous êtes chanceux et vous les enchaînez tous dans le même bureau, vous avez peut-être 1 heure et demie gros maximum. Ça vous rend indisponible pendant cette heure et demie-là, donc vous ne pouvez pas prendre d'appel pendant cette période-là. Si vous êtes chanceux, vous avez une adjointe qui va prendre les messages, mais sinon, si vous êtes un individuel, vous n'avez pas de secrétaire, vous perdez ces appels-là qui peuvent vous rapporter beaucoup d'argent. Puis aujourd'hui, les gens surtout si vous êtes comme moi, puis votre marketing est beaucoup sur le web, quand les clients nous appellent et qu'on ne répond pas, ils passent à un autre, puis quand on les rappelle, il est déjà trop tard, ils ont déjà contacté quelqu'un d'autre. Puis ça, honnêtement, excusez mon mot, mais c'est la chose qui me fait le plus chier au monde dans ma job. Perdre un appel, puis le rappeler, puis entendre qu'il a déjà cédulé un rendez-vous avec un autre courtier, c'est la chose que je déteste le plus. Donc, premièrement, c'est une question d'efficacité. Deuxièmement, une fois, quand on rencontre 2-3 clients dans la même journée pendant la grosse période de l'année, pendant les mois de mars, avril, mai, on est brûlé, puis après ça, si on a des appels à retourner, on est moins efficace parce qu'on est fatigué, on a moins le goût de rappeler le client, tandis que moi, je passe ma journée à répondre à des téléphones, puis quand ils sonnent, j'ai hâte qu'ils sonnent, puis quand ils sonnent, j'ai hâte de parler au client, puis de vendre ma salade. Je suis plus efficace quand je suis pas fatigué. Donc ça, c'est un autre des points pourquoi je trouve que travailler à distance, c'est une meilleure stratégie. Il y a peut-être certains clients qui, oui, n'aiment pas faire affaire à distance et veulent absolument rencontrer quelqu'un. Si vous êtes sur place et vous n'êtes pas en voyage comme moi, bien, vous pouvez faire une exception puis le rencontrer. Sinon, dans mon cas, bien, moi, je vais essayer de le référer, mais parfois, il y en a certains qui ça connecte pas parce qu'ils veulent pas faire affaire pantoute à distance. Peut-être que je vais perdre quelques dossiers dans l'année pour ça. Par contre, je pense que ça vient compenser par le fait que je réponds à beaucoup plus d'appels puis j'en rate beaucoup moins. Donc, je viens peut-être compenser par les dossiers perdus par des nouveaux dossiers que j'aurais pas eu parce que j'aurais pas pu répondre aux appels ou j'aurais pas répondu assez vite par courriel ou quoi que ce soit. Donc, c'est une autre des avantages de travailler à distance. Puis aussi, question de temps et efficacité. Faire un dossier à distance, le monter tout dans Expert, ça me prend peut-être une quinzaine de minutes. Si on compte l'analyse, les envois de courriel puis tout ça, peut-être 1 heure gros max pour travailler un dossier, tandis que juste la rencontre normalement durerait 1 heure, plus tous les appels puis plus tous les suivis par après. Je sauve énormément de temps, je vous dirais pratiquement 50% pour chaque transaction de temps économisé. Puis ce temps-là, ben, je fais ce que je veux avec, soit je retravaille puis j'investis encore plus dans ma business, ou soit je voyage puis j'en profite comme je fais cette année. À vous de voir ce que vous ferez avec votre temps en supplément, mais à mon avis, le temps c'est de l'argent puis c'est bien important de le voir comme ça. Côté marketing, il faut savoir que c'est peut-être pas pour tout le monde le travail à distance, c'est peut-être pas fait pour tous les secteurs au Québec, ni même au Canada si vous travaillez partout ailleurs. C'est sûr que ça prend une clientèle qui est à l'aise idéalement avec la technologie pour être capable de travailler à 100% à distance. Puis si vous voulez éventuellement, si vous n'avez pas ce type de clientèle-là, mais que vous voulez le faire, du moins moi ce que j'ai fait, c'est pour bâtir ma clientèle. Toute ma clientèle vient 100% du web, donc à part peut-être des amis puis des références de certains clients, mais le reste de ma clientèle vient au complet de mon marketing que je fais sur le web. Présentement, j'ai investi aucun budget en termes de publicité. Par contre, j'ai investi mon temps. Donc, je fais mes vidéos sur Prêt pour la route. J'ai créé des tonnes d'articles. J'ai un blog qui marche super bien. J'ai mon site web qui marche super bien aussi. Donc, toute ma clientèle provient du web. Donc, idéalement, c'est des clients qui vont être plus enclins à travailler à distance avec vous. J'ai quand même des clients qui font juste des recherches sur Google, des vieilles matantes qui m'appellent, puis de 70 ans quand même qui me trouvent sur le web. Mais déjà, le fait qu'ils m'ont trouvé par le web, ça démontre une certaine ouverture par rapport au web, puis ils sont prêts peut-être à faire affaire à distance. Puis sinon, dans certains cas, je vais les référer à des collègues, dont mon bon chum Régis, qui est probablement dans la salle, qui reçoit parfois mes dossiers. Mais honnêtement, c'est assez rare que j'ai eu à transférer des dossiers à Régis. Il y en a peut-être 1 ou 2 depuis le début de mon voyage. Puis encore là, je pense pas que ça s'est conclu, donc probablement que ça n'aurait pas été plus loin de toute façon avec ces clients-là. J'enchaîne maintenant en vous parlant de ma stratégie de vente à distance. Ça va faire maintenant presque 8 mois que je travaille à 100% à distance, donc la stratégie a évolué. Je vous dis où j'en suis aujourd'hui. Puis si vous avez des suggestions, ça va me faire plaisir de les entendre. Vous pourrez m'envoyer peut-être un courriel avec vos idées si vous travaillez à distance aussi ou si vous faites quelques dossiers puis vous avez des stratégies qui pourraient être utiles, que je pourrais appliquer dans mon travail. Ça va me faire plaisir de les entendre. Mon taux de closing est rendu presque aussi bon que quand je rencontrais mes clients en personne. Je vous l'accorde, je pense encore que la bonne vieille technique de rencontrer le client en personne est plus efficace légèrement. Mais comme je vous disais tantôt, le fait de ne pas les rencontrer, ça me donne plus de temps pour faire plus de choses, donc soit plus de marketing, répondre à plus d'appels. Donc, à mon avis, ça vient compenser en bout de ligne sur le volume annuel. Donc, je vous parle maintenant des étapes, une après l'autre, comment je fais mon dossier de A à Z.
La première étape pour faire un dossier à distance, c'est la réception, le premier contact avec le client, donc soit l'appel ou soit le premier courriel qu'il va m'envoyer. Anciennement, mon but était de terminer l'appel avec un rendez-vous. Aujourd'hui, la stratégie change un petit peu. Le but de mon appel est de terminer à ce que soit par téléphone, je lui dise les documents que j'ai besoin, puis je m'arrange pour céduler soit un moment où il vient de me porter les documents ou qu'il me les envoie par courriel, ou soit que je lui envoie un courriel avec la liste des documents dont j'ai besoin, avec un lien pour qu'il puisse me les retourner. Donc ça, c'est les deux buts ultimes que j'ai à la fin de mon appel ou de mon courriel initial avec le client. Il faut souvent que je joue un petit peu à détourner la question parce qu'il y a bien des appels qui commencent par « Bonjour M. Grégoire, j'aimerais ça, j'appelle pour prendre un rendez-vous ». Donc, il faut que je réussisse à garder le contrôle de l'appel, puis à le diriger où moi je veux que ça s'en aille, qui n'est pas d'avoir un rendez-vous pour le moment, mais qui est plutôt d'avoir les documents du client pour préparer son dossier, puis voir s'il y a quelque chose à faire avec son dossier. Donc ça, c'est ma première étape. J'ai pas de phrase miracle pour éviter, exemple, de dire que je veux pas prendre de rendez-vous, puis que je me cache pas non plus que je suis à l'extérieur, puis que je peux pas les rencontrer en personne. C'est pas la première chose que je vais dire au client, parce que je veux pas l'effrayer en partant. Au contraire, c'est plutôt s'il me demande pourquoi il peut pas prendre de rendez-vous, c'est là à ce moment-là où je vais enchaîner et expliquer. Au contraire, je m'en cache pas, je fais des vidéos pour parler que je suis à l'extérieur puis montrer que je peux travailler à distance, donc je m'en cache pas, mais c'est pas la première chose que je vais dire au client par téléphone. J'essaie plutôt de garder le contrôle de l'appel puis m'arranger que ce soit moi qui pose les questions puis que ce soit moi qui dirige où on s'en va pour terminer l'appel à l'endroit où je le veux, qui est d'avoir les documents du client. Donc ça, c'est la première étape donc, pour l'appel. Si après tous mes efforts, le client demande quand même à avoir un rendez-vous, j'ai une petite phrase magique que j'essaie de placer, que j'essaie d'expliquer, que je dis au client en fait que il est chanceux parce que grâce à la technologie, il n'a plus besoin de se déplacer, c'est plus comme avant. Maintenant, il peut juste soit se déplacer pour venir me porter les documents, mais il ne perd pas de temps, ou juste m'envoyer le tout puis faire ça du confort de la maison. Puis la plupart des clients sont super contents d'apprendre que c'est comme ça que ça se fait une hypothèque aujourd'hui, même si en réalité, c'est pas comme ça que tout le monde le fait, mais c'est comme ça que moi je le fais. Mais du moins, la plupart des clients sont à l'aise avec ça. Puis sinon, dans le pire des cas, après tout ça, si j'ai pas réussi à le convaincre, là, à ce moment-là, je vais le référer à mon bon chum Régis. La deuxième étape est probablement la plus importante dans un dossier à distance, c'est la collecte des documents. Après que j'ai fait mon appel ou mon premier courriel pour le premier contact avec le client, où là je lui demande les documents, je vais lui envoyer un courriel avec tout ce que j'ai besoin sous forme de liste, mais j'envoie aussi des photos des documents pour être sûr que je ne reçois pas n'importe quoi. Donc si j'ai besoin des avis de cotisation, je vais envoyer des photos des avis de cotisation de quoi ça a l'air, pour être certain que j'ai quelque chose qui ressemble à ce que j'ai besoin. J'ai déjà eu des dossiers là, dans mes débuts de mes premiers dossiers à distance où je recevais des documents qui n'avaient aucun rapport avec ce que j'avais besoin. Donc, soyez clair dans ce que vous demandez. Puis, idéalement, les photos, ça a changé ma vie depuis que j'envoie ça. Au moins, les clients savent un petit peu à quoi s'attendre comme document. Si jamais vous voyez que c'est un client qui n'est pas à l'aise du tout avec la technologie, qui ne sait pas comment ça fonctionne, un scanner ou un cellulaire pour prendre des bonnes photos de qualité, vous pouvez lui demander, moi ce que je fais en fait, c'est que je lui demande de se rendre à un bureau multiprêt pour faire scanner ses documents par la secrétaire où j'avise d'avance un courtier qui est sur place au bureau pour qu'il puisse faire la copie des documents. Puis donc je lui envoie quand même la liste de ce que j'ai besoin ou je le dis à l'oral. Puis ensuite je m'arrange pour qu'il passe pour apporter les documents. Ça vient compenser pour les clients qui sont pas trop bons avec la technologie, mais souvent au moins ils comprennent que c'est moins long que de se déplacer pour un rendez-vous, ils viennent juste porter leurs documents puis ça règle la question. Il y a le contrat de courtage qui est une chose qui est un petit peu plus touchée là, dans les dossiers à distance. Moi je l'utilise d'une façon un peu différente. Le contrat de courtage, je ne le fais pas signer d'entrée de jeu. Avant, je le faisais signer vraiment pendant le rendez-vous pour m'assurer que je ne travaille pas pour rien et que j'ai la confiance du client. Dans un dossier à distance, c'est difficile un petit peu de faire signer notre contrat avant même qu'on ait commencé à travailler le dossier ou qu'on ait parlé, juste une discussion au téléphone, de faire signer un contrat, c'est un petit peu touché. Moi, j'attends d'avoir tous les autres documents, je monte mon dossier, je me laisse juste la partie du bureau de crédit, mais je m'assure de demander au client avant tout s'il pense que selon lui qu'il y a une bonne cote de crédit, s'il y a déjà eu des problèmes de crédit dans le passé. Donc ça m'évite un petit peu les clients qui sont indésirables, puis au moins je peux déjà cerner un petit peu avant de sortir des dossiers de crédit inutilement. Et puis donc, je vais travailler le dossier au complet, sauf le bureau de crédit. Puis quand je suis rendu à l'étape d'envoyer le dossier au prêteur, là je vais envoyer mon contrat de courtage par courriel. Je vais sortir celui dans Expert là, qui est déjà pré-populé. Je vais après ça modifier. Là, moi j'ai un logiciel dans mon ordi qui ressemble un petit peu à Paperport qui me permet d'aller ajouter des choses sur des documents. Donc je vais aller ajouter les informations qui manquent. Je vais mettre ma signature virtuelle que j'ai dans mon ordi aussi. Puis je vais envoyer le document par courriel. Je demande au client de me le retourner signé, soit par courriel, par fax ou de venir le porter au bureau avec les documents. Et puis donc ça c'est la façon que je vais travailler mon contrat de courtage. Donc, comme je disais, je ne le fais pas signer en partant, je le fais signer plus juste avant d'envoyer le dossier au prêteur.
c'est plus facile rendu là, la vente est faite, le dossier est monté, le client s'est commis, m'a envoyé ses documents, donc là, il est à l'aise à signer un contrat, tandis qu'au début de la transaction, pas vraiment. Donc, c'est la façon que je l'utilise. La troisième étape d'un dossier à distance, l'analyse, donc mon analyse et ensuite l'analyse du prêteur. Il n'y a pas grand changement dans cette étape-là. La seule chose, c'est que vu que je n'ai pas rencontré le client puis que je n'ai pas eu le lien humain avec la personne, je m'assure de vraiment donner un suivi plus qu'adéquat au client en direct. À mesure que les courriels rentrent, je suis toujours sur mon ordi, puis entre 8h et 5h pendant la journée, je suis à 100% sur mes courriels. Aussitôt que j'ai une mise à jour à faire, je l'envoie au client. Si j'ai pas une nouvelle du prêteur, j'avise le client à tous les jours, j'ai fait une mise à jour de où je suis rendu dans son dossier pour être certain qu'il garde la confiance envers moi. J'ai eu des dossiers à distance dans les premiers temps que je faisais où j'avais de la difficulté à trouver des prêteurs qui étaient à l'aise avec le dossier. Puis entre-temps, le client n'ayant pas eu de mes nouvelles, puis vu qu'on ne s'était pas rencontrés, il avait déjà fait des démarches de son côté sans même m'en parler parce qu'il n'avait pas encore, on dirait, eu la confiance avec moi. Donc, ça a été ma leçon. Maintenant, quand c'est un dossier que je fais à 100% à distance, je m'assure de faire des suivis vraiment en direct, puis à tous les jours, au moins un suivi par téléphone ou par courriel, mais au moins que le client ait toujours de mes nouvelles pour garder le lien de confiance avec lui. Puis qu'il sache que je travaille son dossier, même si je ne suis pas là. Le plus on va se parler, plus il va avoir l'impression de me connaître, puis plus le lien humain va se faire tranquillement. Lorsque je reçois l'approbation du dossier pour mon client, si c'est avec un prêteur comme First National qui me demande de faire signer un engagement, je vais l'envoyer par courriel, mais encore une fois, vu que je ne rencontre pas de client à cette étape-ci, je m'assure vraiment que mon courriel soit très clair avec toutes les instructions de ce qu'il doit faire, avec des screenshots, avec les endroits où il doit signer, que je vais mettre en surligneur là, sur le document que je vais envoyer par courriel. Et puis, en même temps, dans le courriel, je vais lui mettre une note en bas de m'appeler s'il y a quelconque question. Puis moi-même, je vais l'appeler après l'envoi du document pour être certain que si jamais il y avait des questions à cette étape-là, parce que c'est une étape qui est un peu crunchy, surtout à distance, vu que je n'ai pas rencontré de client, là, je demande de signer un document qui est un engagement hypothécaire. Donc, ils ne sont pas toujours à l'aise à le signer. Donc, je m'assure vraiment d'avoir un lien idéalement par téléphone pour cette étape-là. Il y a quelques clients que ça va se faire super bien par courriel puis ils vont me la retourner rapidement. Mais je m'assure vraiment d'avoir un bon contact à cette étape-là. Lorsque le dossier est approuvé, entre l'approbation et le déboursé chez le notaire, c'est encore plus important de garder notre lien avec notre client que si on l'avait rencontré en personne, parce que là, à distance, c'est pas mal plus facile de nous chier des mains si ils nous ont pas rencontrés, tandis que si on le fait à distance, moi, de la façon que je vais le faire, je vais m'assurer de faire un lien avec eux autres sur les médias sociaux. Je vais leur demander personnellement, avec un courriel personnalisé ou un appel, de me mettre des reviews sur comment la transaction s'est déroulée, d'aller écrire ça sur Facebook dans mes reviews, d'aller le mettre sur Twitter, de plugger ça le plus possible à chaque endroit où je peux le faire. Puis on dirait qu'une fois qu'ils m'ont donné un review puis qu'ils ont affiché publiquement, qu'ils ont aimé faire affaire avec moi puis que la transaction s'est bien déroulée, bien, c'est comme mal vu pour eux autres de me laisser tomber puis d'aller vers une autre banque ou un autre prêteur. On dirait qu'une fois que c'est affiché publiquement, il n'y a comme pas le choix de faire affaire avec moi. Donc cette étape-là est assez clé. Si c'est un client qui n'est pas trop sur le web, je vais lui demander juste qu'il m'écrive un témoignage ou qu'il me dise un témoignage à l'oral que je vais prendre en note et que je vais mettre sur mon site web. Mais juste le fait d'avoir créé cette étape-là, ça vient créer le lien puis solidifier le contact humain avec le client. Puis ça vient faire comme si je l'avais rencontré. On dirait que là, après ça, il y a la même gêne de nous laisser tomber qui s'installe plutôt que de juste finir la transaction en disant « prêt est approuvé ». Puis que le client, après ça, il est libre d'aller voir ailleurs puis de nous laisser tomber facilement parce qu'il ne nous connaît même pas puis il ne sait même pas qui on est. Donc ça, c'est les étapes qui mènent à un dossier bien fait à distance où on garde la confiance du client puis où on réussit à bien l'englober. Il y a une catégorie de clients qui est un petit peu plus touchée, qui est les premiers acheteurs, puis c'est un gros bassin de mes clients parce que je travaille beaucoup sur les jeunes, puis j'ai beaucoup d'amis jeunes qui s'achètent des propriétés. Les premiers acheteurs sont un peu plus sceptiques, même si souvent ce sont des jeunes. Eux autres ont besoin un peu plus de support, un peu plus de suivi, puis ils ont l'impression qu'ils ont des tonnes de questions, mais en réalité, ils ne sont pas très longs à répondre leurs questions. Donc quand je reçois l'appel d'un premier acheteur, ma stratégie est complètement différente que pour les refinancements, les renouvellements, etc., ou les gens qui ont déjà une propriété qui en achètent une prochaine. Pour un premier acheteur, lui, aussitôt que je prends le premier contact, le premier appel, sans même qu'il s'en rende compte, en lui posant des questions tranquillement dans l'appel, en gardant toujours le contrôle, je monte mon dossier déjà dans Expert. Idéalement, c'est sûr que c'est une stratégie qui va se faire vraiment juste si vous êtes toujours devant votre ordi. Moi, je suis comme ça, j'ai mon ordi toujours devant moi. Donc, je monte mon dossier Expert à mesure que le client me parle, puis me pose des questions, puis que moi, je lui pose des questions.
Puis je m'arrange pour qu'à la fin de mon appel, je sois déjà en mesure de dire à l'oral par téléphone sa capacité d'emprunt, ses frais de démarrage, qu'est-ce qu'il va avoir à payer, répondre à la plupart de ses questions, tout ça dans le premier appel. Donc lui, souvent le premier acheteur va m'appeler en me disant « Moi, je veux un rendez-vous », puis si vous essayez de lui expliquer que vous voulez faire affaire à distance avec lui, il ne va rien vouloir savoir, ce type d'acheteur-là. Par contre, en détournant ça, puis en finissant l'appel, en répondant toutes à ses questions, puis en disant après ça qu'il reste juste à nous envoyer les documents pour finaliser le dossier, bien, le client il se rend compte qu'il n'en a pas besoin de rendez-vous, que ses questions ont déjà tout été répondues, puis ça s'est tout fait d'une façon smooth, il s'en est pas rendu compte, mais il finit son appel qu'il a déjà la réponse à la plupart de ses questions. C'est vraiment magique, puis comme ça, on close nos premiers acheteurs comme ça. C'est vraiment la stratégie que j'ai adoptée. C'est complètement différent pour les premiers acheteurs que pour tous les autres types de transactions. Bon, pour conclure, premièrement, merci beaucoup pour votre écoute. J'aurais bien aimé ça être avec vous pour venir souper ce soir, mais malheureusement, je suis pogné en Californie. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter par courriel avec vos suggestions, si jamais vous avez des idées comment je pourrais m'améliorer ou comment vous travaillez à distance. Ça va me faire plaisir de vous entendre. Puis en même temps, je voulais peut-être vous parler un petit peu du but du projet de Prêt pour la route. Il y en a certains qui ont été des fois en désaccord avec certaines de mes capsules. Le but n'est pas vraiment de faire ma promotion de moi en tant que courtier, mais plutôt de faire la promotion du métier de courtier hypothécaire et encore plus chez Multiprêt parce qu'on a les outils qui nous permettent de travailler à distance. Donc c'est un peu ça le but du projet. J'essaie de démontrer les bons côtés, qu'on peut voyager, qu'on peut travailler à distance, mais aussi que c'est une belle job qui est payante en même temps. Donc bref, c'est un peu ça le but du projet. Si vous appréciez, ça va me faire plaisir si vous allez cliquer j'aime sur notre page, puis vous regardez nos vidéos, puis si vous commentez, puis vous nous donnez des suggestions, ça nous fait bien plaisir. Puis on se retrouve bientôt sur la route. À la prochaine!